Bonjour et bienvenue à votre hebdomadaire rencontre Presse Éco. Presse Éco, c'est la tribune qui permet donc à nos chroniqueurs, nos hommes des médias, nos analystes de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Nous essayons donc de débattre et de décrypter, de donner des avis. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national cette vidéo du l'ex-président Blaise Compaoré, vidéo d'anniversaire qui a circulé, qui a fait beaucoup d'émotions. On va revenir sur cette vidéo pour en parler. Et puis nous parlerons en seconde position de la déclaration de politique générale du Premier ministre d'Abiré, Christophe Marie-Joseph, qui a donc fait sa déclaration de politique générale, suite à laquelle donc, il a été, on va dire, adoubé par le Parlement pour donc assumer ses fonctions. Et puis, dernier sujet au plan national, il s'agit de la situation des volontaires pour la défense de la patrie qui rencontre quand même des difficultés. On va revenir dessus avec un reportage qui a été donc diffusé par BF1. Et puis, on termine au Mali avec l'imam Diko qui réapparaît avec un manifeste dans lequel on lit son intention de regrouper les Maliens autour de la réconciliation. Nous revenons dans tous ces éléments avec mes invités qui sont sur ce plateau. André-Eugène Ilboudo, donc le directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être là. Et puis Faustin Évariste Constebo, il est président du SEC d'éveil, le SEC d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme, il est chroniqueur média, le premier porte-parole de FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite d'Évariste Constebo, Atiana Oulon. Atiana Oulon est donc directeur de publication de l'événement qui était un bimensuel d'investigation. Il est également essayiste. Merci d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'opinion. Merci à vous qui nous prenez en marche et qui nous êtes fidèles tous les jours, tous ces dimanches à 11h. On va donc commencer avec ce sujet-là, vidéo de Blaise Compaoré. Je voudrais poser la question à Oulon. Vous avez bien regardé cette vidéo, il y a eu beaucoup de débats autour. Comme on est dans un monde où il est question souvent de documents non authentiques, est-ce que cette vidéo est authentique? Je n'ai pas eu les instruments pour mesurer l'authenticité de cette vidéo. J'ai constaté effectivement que ça a circulé et par rapport à la date, je constate effectivement que l'ancien président Blaise Compaoré est bel et bien né le 3 février 1951. Est-ce que c'est une vidéo authentique? Je ne saurais le dire à partir du moment où je n'ai pas fait ce travail de vérification. D'accord. Alors, mais dans tous les cas, on n'a pas eu non plus aussi de réaction contraire à cette vidéo. Donc, tout semble converger vers une information qui est exacte. C'est la vidéo du président Compaoré qu'on a vue. Mais un président beaucoup affaibli dans cette vidéo. Et du coup, le débat s'est posé. Pourquoi? Quelle est l'opportunité de publier une telle vidéo? Est-elle publiée parce que cela correspond à une volonté de montrer l'état dans lequel le président se retrouve aujourd'hui, ou est-ce que c'est une fuite, comme on en trouve souvent? On ne peut que spéculer et mettre des hypothèses et se dire, à mon avis, bon, c'est une situation de fait divers qu'on a assisté, un anniversaire qui est célébré effectivement, utile pour l'ancien président. Je pense que, bon, maintenant, sur les hypothèses, ce que vous avez dit, c'est plausible. C'est possible que ça soit fait à dessein, comme il est aussi possible que ça soit une fuite. Moi, je crois l'un dans l'autre. Je pense que ça présente quand même un personnage pas dans une situation d'une certaine respectabilité, de dignité, à mon avis. Bon, c'est surtout ça, parce que tout le monde l'a constaté. Et je crois que c'est surtout ça qui crée l'émoi ou les réactions à travers l'attitude physique en fait, de Blaise Compaoré, où on sent manifestement, ou à vue d'eux, qu'il ne se porte pas bien. Et je crois qu'on ne peut qu'avoir de la compassion pour sa situation. Et puis, bon, je crois que le reste, comme moi je l'ai dit, c'était un anniversaire on n'était pas censé avoir ces images. Qui a mal tourné? Est-ce que c'est mal tourné? Bon, c'est un peu, moi je dirais, je vois que souvent on met le doigt, on dit bon, pourquoi les gens ont publié? Je dis mais pourquoi on ne s'interroge pas sur celui qui a fait la vidéo aussi? Si c'est fait dans l'intimité familiale, à quoi bon envoyer à X qui envoie à Y et ainsi de suite? C'est tout le pays qui reçoit la vidéo. Moi je crois qu'il faut partir de là. Des choses qui doivent rester dans l'intimité et du reste, on a vu les images, il n'y a pas grand monde, c'est juste vraiment le cercle restreint. Pourquoi publier l'image? Pourquoi se retrouver dans cette situation? Après, les réactions, moi je dis, je mets ça dans le domaine vraiment du fait divers. Et puis bon, je ne vois pas vraiment une information d'intérêt général pour les Burkinabés, quoi. André-Eugène Ilboudo, cette vidéo... Non, si vous regardez la vidéo,
Comme l'on l'a remarqué, ce sont les proches. Vous voyez par exemple Assimi, vous voyez René Émile, vous voyez son épouse Chantal et d'autres personnes. Et je crois qu'on ne peut pas dire que la vidéo n'est pas authentique. Et des prêtres. Et des prêtres qui sont venus célébrer avec lui. On peut pas, je ne pense pas qu'on puisse soupçonner qu'elle ne soit pas authentique. Ça a été fait dans le cadre privé. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui participe à une intimité comme une fête d'anniversaire ait besoin de publier cette vidéo. Mais cela dit, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à redire par rapport. Si ça veut montrer qu'il est là, qu'il est vivant, tout le monde le sait. Si on veut montrer qu'il est malade, tout le monde a appris souvent qu'il est allé se soigner hors de la Côte d'Ivoire. Si c'est pour maintenant ceux qui jasent sur sa maladie, il faut que les gens n'oublient pas que les Mossila aiment dire tu es supérieur à quelqu'un en santé, mais tu n'es pas supérieur à lui en décès. En longévité. En longévité. Le président Blaise peut être affaibli, malade, et ceux qui pensent qu'il est malade, il est fini là, meurent avant lui. Vous savez qu'à Ouagadougou, il y a un hôpital qui s'appelle une pédiatrie. Ça veut dire qu'on y soigne des enfants. Et malheureusement, il y a des enfants qui décèdent avant leurs parents. Donc, je crois qu'il n'y a pas matière à polémiquer. Une personne tombe malade, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais André ici, il s'agit de l'ancien président Blaise Compaoré qui vit en exil. Pour beaucoup de Burkinabés, ils ne savent pas l'état dans lequel il vit. Et cette vidéo vient du coup montrer aux gens qu'il ne vit pas dans une situation où il est en bonne santé. Non, les gens jouent à l'hypocrisie. Vous avez dit que vous n'avez pas besoin de lui, il est parti. Vous ne devez plus vous préoccuper de lui, sauf à autre chose. S'absenter, en fait, ce que je veux dire, si les gens s'inquiétaient de sa maladie dans le sens de l'humanisme, on peut comprendre. Mais on a vu les réseaux sociaux, on a vu les réactions. Il y a des gens qui sont jouissifs de le voir malade et de le voir affaibli, et ils disent de tous les mots. J'ai dit, non, en tant qu'humain, on ne peut pas se réjouir de malheur d'autrui. De malheur d'autrui. Ce n'est pas humain. Même quand on condamne les gens à mort et qu'on les amène sur l'échafaud, il y a un humanisme qui accompagne ces condamnés à mort. D'accord. Donc, je me dis, on ne peut pas... bon, en fait, chacun a ses valeurs. Hein. Chacun a ses valeurs. Il y a des gens qui sont heureux du malheur d'autrui, mais il y a des gens qui, même dans nos traditions, souvent même on condamne quelqu'un à mort, mais il y a des gens qui le pleurent. Je crois que, bon, enfin, quand j'ai vu la vidéo et toutes les réactions, bon, chacun a ses propres valeurs et chacun réagit par rapport à ce qu'il aime. Donc, moi, je ne vois pas... Évariste Concebo, quelle réaction par rapport à cette vidéo et au débat Je ne vais pas rentrer dans la polémique qui est sur l'authenticité ou sur l'intention de la fuite ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le président Compaoré, depuis donc son départ, est resté très silencieux. Et on n'a pas tellement vu beaucoup d'images de lui. Moi, la seule image que j'ai en tête, c'est quand je pense à son arrivée, il allait saluer le président Bédié. Et on avait donc montré, mais en dehors de ça, ça veut dire que l'homme, même dans sa communication, est très, très réservé. Maintenant, bon, contrairement à Oulon, moi je trouve que l'intérêt en fait pour les Burkinabés, en voyant cette image, c'est que même sans être médecin, on sait qu'il a des problèmes de santé. Et comme tout le monde peut avoir des problèmes de santé. Maintenant, c'est vrai, on ne peut pas banaliser parce que ça a quand même été un chef d'État. Ça veut dire qu'au moment où il a présidé destiné notre pays, en bien ou en mal, il y a eu des moments où, au nom de la raison d'État, il a pris des décisions en bien ou en mal. On ne juge pas ce qu'il a fait ou pas pour le moment, mais nous devons quand même... ça ne peut pas nous laisser indifférents de ce point de vue. Et moi, je pense aussi, ça c'est l'information, ça informe les Burkinabés que leur ancien chef d'État n'est pas en bonne santé. Et en même temps aussi, c'est son successeur, je pense. Et ça m'a ramené un peu la réflexion en faisant le lien avec le discours du chef de l'État, M. Roch-Marc Christian Kaboré, quand il disait dans son discours, dans ses promesses de campagne, que s'il était réélu, dans les 6 mois à venir, il allait prendre des actes forts tendant au retour donc, de M. Blaise Compaoré. Donc ça veut dire peut-être, je me dis, parce que c'est vrai qu'au niveau des chefs d'État, ils ont des informations que les citoyens lambda n'ont pas.
Et peut-être que... Est-ce que ça voudrait dire que le président Kaboré, en le disant, savait à peu près l'état de santé du président? En tout cas, je trouve quand même que forcément, il y a des informations que peut-être eux, qu'ils avaient, que nous, on n'avait pas en tant que simples citoyens. Maintenant, c'est vrai que dans la situation, c'est vrai, il a été ancien chef d'État, quoi qu'on dise, on ne se sont pas en train de faire d'abord le procès. Peut-être qu'il faut voir qu'est-ce que l'État burkinabé peut faire pour l'aider, et pour l'aider à se porter mieux. Et peut-être, pourquoi pas son retour, parce que revenir ici, ça ne veut pas dire que forcément, ce que les gens veulent le reprocher ou le jugement n'aura pas lieu. Donc, je pense que peut-être qu'à la faveur donc, de la réconciliation qui a été lancée, on peut peut-être trouver des solutions. Lengani? Quelle question? Oui, mais quel commentaire par rapport à la vidéo, ce que les uns et les autres disent? Est-ce que la vidéo est faite à dessein pour, on va dire, créer l'émotion, créer une sorte de choc, parce qu'il y a eu choc. Certaines personnalités ont écrit pour dire qu'elles ont écrasé une larme, etc. Donc ça dit que même au sommet, il y a eu quand même un choc que les Burkinabés ont ressenti du fait que c'est leur ancien président, quoi qu'il en soit, ou qu'il y ait quelque chose contre lui, mais il reste humain comme eux aussi. Oui, d'abord, bon, je ne sais pas, je suis un journaliste comme vous, et je suis curieux. Effectivement, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai cherché à tout naturellement comprendre pourquoi une telle vidéo se retrouve sur la place publique. Je suis resté sur ma faim jusqu'au moment où je vous parle. Parce que personnellement, je la trouve profondément indécente. Et je pèse mes mots, je trouve ça irresponsable. Je voudrais vous citer le cas du président Biden qui, il n'y a pas très longtemps, a eu un accident et s'est brisé la jambe. Son équipe a tout fait pour que personne n'ait une image du président avec la jambe dans le plâtre, encore moins une vidéo le voyant clopinant. Et parce que, effectivement, il y avait l'investiture qui arrivait, etc. Bon, en fait, il était pratiquement sûr de gagner les élections, selon eux. Et donc, le voir dans un tel état aurait été très contre-productif pour la grande puissance américaine qui se verrait dotée d'un président handicapé physiquement, mais pas naturellement, mais du fait d'un accident, parce qu'un peut être handicapé, il peut être élu président. Donc, je dis que, personnellement, je n'ai pas du tout apprécié cette vidéo, comme beaucoup de Burkinabés, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Sinon, sur la maladie du président Blaise Compaoré, pratiquement tout le Burkina sait qu'il a des problèmes de santé, et parce qu'on a appris plusieurs fois qu'il allait se soigner, qu'il n'était pas à Abidjan, etc. Tout le monde l'a appris. Et sur l'interrogation de savoir si nos autorités connaissent l'état de sa santé, moi je suis pratiquement catégorique. Je sais qu'à ce niveau de responsabilité de président ou d'un certain niveau, il y a forcément, comme l'a dit Évariste, des informations qu'ils ont et que le commun des Burkinabés n'a pas. Donc je suis convaincu que le président Roch-Marc Christian Kaboré connaît l'état de son prédécesseur, le président Blaise Compaoré. Et donc, que la décision qu'il ait prise d'activer sur la réconciliation, d'activer sur les conditions pour permettre son retour dans des conditions décentes, ça peut provenir de ça. Étant entendu qu'on sait que le président Compaoré vit en exil sans aucun de ses droits. Et qu'en dehors de cela, tout être humain a besoin d'un environnement favorable dans ces situations de maladie. Et vous voyagez comme moi, quand vous sortez de Burkina une semaine, vous avez hâte d'y revenir. N'en parlons pas de quelqu'un qui y est depuis 6 mois maintenant, de par des circonstances. 6 ans. Donc c'est forcément une situation qui lui pèse dessus lourdement. Et je peux en témoigner. D'accord. Non, moi je voulais dire non. C'est sur le retour du président Blaise Compaoré. Quand le président Michel Kafando a été investi, il a dit que le feu du prince, il ouvre le dossier Sankara. Je crois que c'est parce que le président Roch-Marc Christian est un démocrate, il veut faire les choses d'une manière normale, qu'il a même proposé qu'on fasse un forum pour voir comment les exilés vont revenir. Sinon, par le feu du prince, il peut dire, allez chercher le président Blaise Compaoré, ramenez-le à Zignaré et puis gardez-le. Je ne suis pas sûr que des Burkinabés
vont se lever, se mettre en file indienne et aller l'attaquer à Zignaré. Non, je crois que les Burkinabés, souvent, on discute des choses. Bon, ça fait mousser la toile, hein, ça. Mais bon, écoutez, on va laisser les choses malodorantes mourir de leur belle mort parce que je ne vois pas en quoi ça peut émerveiller des gens de voir une situation Alors, pareille. question, est-ce que Évariste Konsebo, au regard de cette vidéo qui a quand même laissé les uns et les autres un peu sur leur tristesse, est-ce que c'est un mal ou un bien? Est-ce que ça pourrait contribuer à ce que les autorités, ou en tout cas le retour de Blaise Compaoré, soit un peu plus activé? Finalement, je pense que ça peut aider, ça peut plaider en faveur de la prise en fait de décision, en faveur donc de la prise d'action pour favoriser son retour donc au pays, au milieu de des siens. Parce que effectivement, comme je le dis, hein, quand on regarde, on est un peu sonné parce que même sans être médecin, on sait que visiblement il a des problèmes de santé. Bon, et on ne peut pas ne pas compatir à titre humanitaire. Donc forcément, je pense que finalement, parce que ce n'est pas tous les Burkinabés qui ont accès à lui. Et nous savons que des très proches qui ont eu l'occasion de le voir de visu, déjà ont été très très touchés. Donc il est fort probable que ce soit réellement lui. Bon, donc il n'y a même pas de doute là-dessus. Et comme je l'ai dit ici, certainement que les autorités au plus haut niveau ont certainement des informations. Et si ça peut aider, tant mieux. Oula? Non, moi je reste sur. Je ne vois pas en quoi c'est un mal pour un bien. Présenter quelqu'un dans une situation vraiment de manque de dignité, parce que c'est une situation de maladie, tout le monde voit à peine il va. Je ne vois pas en quoi. Mais est-ce que la maladie, sa situation n'est pas aussi liée au fait qu'il y a ce qu'on appelle l'exil? C'est quand même c'est une autre difficulté. Oui. L'exil, le mal du pays. Et puis bon, ça a été suite à une chute. Il n'est pas allé, par exemple, en vacances à Abidjan. Il est parti à Abidjan après la chute, la perte de son pouvoir, des privilèges. Et pour un être humain, c'est difficile. Est-ce que toutes ces conditions-là ne sont pas une conséquence de sa maladie? Bon, n'étant pas médecin, c'est difficile de faire des spéculations de ce genre. Moi, je m'en tiens au fait, dans ma première intervention, j'ai dit on ne peut que compatir par rapport à la situation. Tout est au-delà des autres motifs qu'on peut évoquer. Sinon, si on rentre dans ça, on fera de la spéculation et on placera peut-être un mot. Sinon, moi, je dirais un anniversaire, on le fête. Quand on est dans des situations physiques, psychologiques, matérielles, financières, voilà, quand on réunit ces conditions-là, quand on fête un anniversaire, si on est malade, on ne fête pas d'anniversaire. Je pense que ceux qui sont trucs. Je pense que souvent, il y a des situations, je m'en tiens au fait que, dans tous les cas, ça ne l'arrange pas, ou du moins, je ne pense pas que ça soit une bonne chose d'étaler cette image-là sur la place publique. Mais est-ce que quand les gens... Donc, quand on voit l'image, je pense que ça ne sert pas de vouloir penser qu'on peut, je ne sais pas, récolter des dividendes, parce que c'est comme si on veut vendre la misère de quelqu'un ou un truc de ce genre. Moi, je crois qu'il faut sortir de ce schéma. Ce qui a été fait, c'est très déplorable. Et moi, je pense, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, on ne fait pas une bonne affaire en mettant sur la place publique, en fait, ce genre d'image de toute personne, quelle qu'en soit, en fait, la personne. Quelles qu'en soient les responsabilités occupées par cette personne, je pense que notre métier aussi, dans les règles d'éthique et de déontologie, c'est vrai que ça n'a pas été fuité. C'est pas dans un média. Voilà, donc, mais moi, je me donne le devoir quand même d'avoir cette ligne et de respecter la dignité humaine, vu l'état dans lequel il était. Maintenant, votre question... Est-ce que la question ici, c'est de dire le retour de Blaise Compaoré est lié à des questions aussi bien politiques que judiciaires. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un état pareil, est-ce que le fait de le voir dans cet état, je vais dire les uns et les autres, ceux qui pensent qu'il ne devrait pas revenir, il devrait rester, est-ce que ça n'attendrit pas un tant soit peu les uns et les autres? Non, moi je pense qu'il faut faire le tri. Il y a ce que tout le monde raconte, la liberté d'expression. Chacun est libre de dire ce qu'il veut par rapport à la situation de Blaise Compaoré. Mais qu'est-ce que l'intéressé lui-même dit? Est-ce qu'aujourd'hui, il est intéressé? Parce que, comme Konsebo l'a dit, depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, depuis octobre 2014, les apparitions sont rares. C'est vrai que la communication est vraiment très réservée, comme il a dit. Il y a eu des apparitions publiques quand les politiques défilaient là-bas, on voyait des photos à la fin. Et je crois que de mémoire,
depuis qu'il est là-bas, une seule fois, il a communiqué officiellement avec cette lettre envoyée au président où il a proposé sa disponibilité et il rejetait en bloc les accusations de connivence avec les groupes armés. En dehors de ça, il n'y a pas eu de communication officielle. Mais je répète, si c'est votre question pour dire, tel qu'on l'a montré, est-ce que ça ne va pas précipiter, est-ce que les gens ne vont pas... Je dis, c'est totalement indécent. C'est tout comme les gens qui vivent un peu de la misère des gens. Moi, je trouve que ce n'est pas une affaire de récolter les dividendes pour dire on le présente tel qu'il est, peut-être les gens vont prendre pitié. Je dis non, on a dépassé ce Non, pas cap-là. quand on ait organisé cela, mais je vais dire, même la fuite, si c'est une fuite, est-ce que ça ne peut pas contribuer aujourd'hui à faire prendre conscience aux uns aux autres que l'ancien chef de l'État du Burkina Faso, qui aurait pu être autre chef d'État que Blaise Compaoré, est en exil et il va très mal. Est-ce que ça ne peut pas changer la façon de... Mais remettez ça dans le contexte. C'était dans le cadre d'une activité festive, c'était un anniversaire. Je pense que... Non, c'est juste pour insister, franchement, moi je ne vois pas en quoi il peut récolter les dieux. Parce que présenter quelqu'un dans cette situation, je ne pense pas que ça soit moralement acceptable et c'est vraiment bafouer en fait sa dignité. Ça ne sert pas de vouloir spéculer sur ces questions. Bon, c'est vrai que... Au niveau du protocole, ça peut, quand on a effectivement, Lengani a pris l'exemple de Biden, mais un être humain, c'est un être qui est prédestiné à être malade, et à moins d'être un sot, rire du malheur d'autrui équivaut à rire de son propre malheur, parce que moi je ne vois pas en quoi, parce qu'il est quand même présenté correctement, hein, en dehors du fait que sa santé ne se porte pas bien, il est présenté correctement. Donc, être malade, je ne vois pas en quoi être malade peut diminuer, atteindre la dignité de quelqu'un. Moi, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel il faut totalement éclairer. Il est dans un anniversaire. Ceux qui ont accès à lui, ce sont ses intimes. Si quelqu'un, par exemple, envoyait la photo, la vidéo à Lengani, dont tout le monde sait qu'il est proche du président Blaise Compaoré, il l'a envoyé à un ami qui est Lengani. Lengani me l'envoie, je suis son ami, il me l'a envoyé. Mais vous êtes mon ami, je vous l'ai envoyé. La seule chose, Camus a dit, un meurtre se commet seul. Dès que vous êtes deux, vous ne pouvez plus cacher le meurtre. Du moment où vous avez quelque chose que vous envoyez à un ami, n'oubliez pas que cet ami a un ami qui l'envoie à un ami qui l'envoie à un ami. Je ne vois pas en quoi les gens on parle de fuite. Les circonstances de l'apparition ou de la publication de la vidéo, c'est déjà fait, c'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on sait que le président Compaoré est en exil, et c'était un exil politique, c'était un exil à la suite d'une chute du pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui, et on sait aussi l'hostilité par rapport à sa venue au Burkina, est-ce qu'une telle vidéo ne va pas contribuer quand même, ou d'une certaine façon, écoutez, à faire baisser un peu les il y a des gens qui sont à Yalagdo et qui ne sont pas en exil et qui sont malades. Il y a des Burkinabés qui souhaitent que d'autres Burkinabés quittent le Burkina pendant qu'on ne les a pas chassés. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire d'amaram autour de ça. Monsieur Blaise Compaoré a fêté son anniversaire avec ses intimes. Un intime a estimé bon d'envoyer la photo du président pour dire, le voilà, il est là, on a fêté avec lui, donc je te montre la vidéo. Quelqu'un a pris cette vidéo qui a montré à un ami, et qui s'est retrouvé sur la toile. Moi, je ne vois pas en quoi les Burkinabés doivent se saisir de cette affaire et empêcher les gens de dormir. Il y a des gens, n'oubliez même pas qu'il y a des gens qui fêtent les anniversaires, des gens qui sont morts. Il est malade et on dit de ne pas fêter son anniversaire. Et si c'est lui qui dit, écoutez, je suis peut-être fêté mon anniversaire, on ne sait jamais si mon 60e anniversaire ne me verra pas. Quel est le problème des Burkinabés avec cette affaire? Moi, franchement, je ne comprends rien. D'accord. Lengani, pour terminer, très rapidement. Je voudrais, de mon point de vue, le fait que la vidéo se retrouve sur le net n'a pas forcément une intention malveillante. C'est ça. Et comme Eugène l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis pratiquement sûr que c'est dans ce sens-là que c'est arrivé. Quelqu'un a pris, l'a passé à un ami pour lui dire non, le président, il est là, ça va. Dans ce sens. Et dans le ça va, et finalement, pour moi, quand je vois le président Compaoré dans cette situation, je ne suis pas personnellement, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi les gens trouvent qu'il il est fini entre griffes, non. Moi, je ne vois pas un homme fini, sincèrement. Je vois un homme qui est effectivement amaigri, qui est malade, je connais ses conditions de vie. Je sais que même pour moins que ça, on pourrait se retrouver aussi maigre que ça, dans les conditions
qui se trouve aujourd'hui. Oui, mais Lengani, donc, tout ça, c'est bien de dire tout ça. Le président Compaoré, on sait aujourd'hui, plus ou moins, son intention, c'est de rentrer chez lui à Zignaré pour se reposer. Oui. Est-ce qu'une telle vidéo ne démontre pas que ce qu'il veut, en fait, son vœu de rentrer? Non, je pense. Non. Si vous connaissez le président Blaise Compaoré, il n'est pas dans ces petits calculs-là. C'est un homme qui s'assume pleinement. Il n'est pas dans ces petites misères politiciennes-là pour pouvoir en tirer bénéfice, je ne crois pas. Et je peux même dire qu'on le connaît assez pour savoir que peut-être même s'il est dans cette situation, c'est parce que personnellement, il s'oublie lui-même. Il ne s'occupe pas de sa propre personne comme ça aurait dû être. Sinon, il ne serait pas dans cette situation. Ce n'est pas un homme qui va aller jusqu'à faire un montage aussi grossier, aussi idiot, pour embêter les gens et dire non. Je dis, le président Kaboré connaît les conditions du président Blaise Compaoré. Et plus que lui, d'autres personnes savent dans quelles conditions il est aujourd'hui. Et comme l'a dit André Eugène, qui a sorti vraiment le truc magique, à savoir, M. Kafando a utilisé le fait de prince, même si c'est de manière illégale, pour rouvrir un dossier. Pourquoi son prédécesseur ne prendrait-il pas l'exemple sur lui pour, du fait de ce même fait de prince-là, le fait des princes n'est pas illégal. C'est le fait des princes qui devient la légalité. En fait. Oui, justement. Mais là-bas aussi, il faut c'est une faute je grave. pense que si c'est en rapport avec le dossier Sankara, ce n'est pas forcément le fait du prince. Parce que les textes précisent que c'est le ministre de la Défense qui signe l'ordre de poursuite. Si pendant longtemps on ne signe pas, et Kafando, qui était à l'époque en même temps ministre de la Défense, il dit qu'il va signer. Bon, je ne vois pas. On ne va pas changer de sujet. On ne va pas changer de sujet. On était sur le sujet. Il y avait non-lieu. Voilà. Légalement, pour ouvrir ce dossier-là, il fallait un fait nouveau. Or, il n'y avait pas de fait nouveau. Voilà, merci. Donc, c'est ça que la baguette magique. On n'est pas dans le dossier Sankara, on est dans le dossier. Voilà, merci à vous. Parce que dans n'importe quel tribunal, on vous descend ça. Merci. Bien sûr. Merci. On continue sur notre second sujet, la déclaration de politique générale du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré, donc qui est passé devant l'Assemblée nationale et puis suite à cette déclaration, il a été donc plébiscité par les députés parce que c'est ce que la Constitution dit. Ça fait l'objet d'un vote et puis qui correspond à son investiture. Donc il a été investi. On peut noter rapidement qu'il a décliné la feuille de route, sa feuille de route à lui. Il dit premier point, consolidation de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et la promotion de la réconciliation nationale. Deuxième point, approfondissement de la réforme des institutions et la modernisation de l'administration publique. Troisième point, la poursuite de la transformation des bases productives de l'économie nationale. Et quatrième point, le renforcement du processus de développement humain et la solidarité nationale. Alors, vous avez tous suivi l'oral du Premier ministre. Alors, André Eugène, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Ben, écoutez, c'est la Constitution. On est sur le bon bateau? Non, c'est la Constitution qui le préconise. Il a rempli un devoir constitutionnel. Ce qu'il a dit, c'est que le président Roch Marc Christian a été élu sur la base de 10 propositions de chantier que lui ramène. Il va regrouper en 4 axes pour faire son travail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les 4 axes, je crois que c'est les 2 premiers axes là sur lesquels on peut regarder. Bon, travailler sur la sécurité, la sécurisation des Burkinabés, travailler sur la réconciliation nationale. Et puis, je dirais, le deuxième point qui intéresse aussi, c'est le remaniement du territoire national. Pour le premier point, je crois qu'effectivement, tous les Burkinabés aspirent à vivre libres et d'une manière sécure sur leur propre terre. Pour la réconciliation nationale, le président Roch l'avait annoncé et il dit qu'il va prendre les moyens pour que ce soit fait dans les 6 premiers mois de son second mandat. Il y avait une institution qui était dédiée à cela, mais si vous lisez l'histoire, en créant ce nouveau ministère, il parle de la réconciliation nationale et il est allé chercher la cohésion sociale qui était liée à l'administration territoriale pour en faire un ministère. Tout le monde sait que,
il y a des choses qui vont disparaître. Je ne sais pas, certainement vous aussi comme journaliste, vous savez que les conseillers du HCLON ont reçu leur lettre de licenciement, comme je dirais. D'abord. Ah ben écoutez, parce que la fin de leur mission, c'est le 10 février. Et on leur a écrit pour leur dire, bon, écoutez, allez voir vos chères épouses et vos enfants. Quand on aura besoin de vous, on vous rappellera. Donc, comme un de nos confrères a d'ailleurs titré que c'est la fin des haricots pour les conseils du HCLON. Je ne sais pas s'il y avait du haricot dedans, mais en tout cas... Voilà, donc la réconciliation nationale va être en marche et mise en œuvre et pilotée par une autre institution. Donc, il a parlé de cela et je pense qu'effectivement, les Burkinabés s'attendent effectivement qu'il y ait des axes forts pour leur permettre de vivre libres, sécures et d'une manière réconciliée dans leur pays. Quant au deuxième point, et je laisserai les deux autres points à d'autres qui voudront aussi commencer là-dessus, vous voyez qu'on parle de redécoupage. Si vous regardez, prenez la carte du Burkina et regardez la carte de la région de l'Est. Elle est tellement vaste qu'on ne peut pas administrer ça à partir de Fada. Je sais que du temps du président Blaise Compaoré, quand le ministre Bougouma était aux affaires comme ministre de l'Intérieur, on parlait déjà de remodeler la carte du Burkina. Donc c'est un vieux projet et qui certainement va être mis en œuvre dans le deuxième mandat. Je crois que tout le monde appelle ça de ses voeux. Et j'appartiens à une région où il y a des gens qui habitent à 15 km de Ouagadougou et qui sont obligés de faire 50 km en arrière pour aller dans leur chef de région. Il y a des gens qui habitent à 40 km de Koudougou qui sont obligés de traverser tout Ouagadougou, traverser d'autres provinces pour aller à leur chef-lieu de région. Pendant que vous partez à Koudougou, il y a une ville qui se trouve à 15 km de Koudougou et qui est chef-lieu de région. Je crois qu'on ne peut pas regarder ces aberrations-là et ne pas redécouper le territoire national. Et on ne peut que souhaiter que ce qu'il veut mettre en œuvre sur ces deux points-là arrive rapidement. D'accord. Alors, il y a un certain nombre de points qui sont des points saillants qu'on peut peut-être prendre. Là, il y a le cas du report très probable des municipales, selon le Premier ministre, pour intégrer des réformes. Et la réduction du nombre des partis politiques, par exemple, qui est une proposition du président de l'Assemblée nationale. Et puis, on a entendu quelque part, Athéna, on en parlait, le Premier ministre n'est pas exclu les possibilités de négociation avec le groupe armé qui attaque le Burkina Faso. Et puis, bon, évidemment, la réconciliation et le redécoupage du territoire. On va s'arrêter sur le report des municipales. Avant le report, je voulais juste faire une observation sur la question de la forme, parce que j'ai vu que c'était comme une simple formalité. Les gens étaient très à l'aise, où on voyait le président de l'Assemblée taquiner, où à un moment donné, il était en campagne, parce que quand le président du groupe parlementaire PJD, ou je crois Gilbert Noël prenait, il dit qu'il espère que voilà, des gens qui vont voter pour eux, bon, de façon à se taquiner. Et en temps, je vois que le Premier ministre aussi, sur certains points, il dit qu'il va laisser, qu'il sait qu'on va valider en fait sa déclaration de politique générale, qui reviendra pour le discours sur l'état de la nation. Donc c'est pour dire que bon, les gens étaient sûrs d'eux, il y avait une certaine sérénité, qu'il n'y avait pas le feu dans la maison. L'autre élément, c'est le vote en lui-même aussi. Je regarde, 121 pour, il y a, je crois que 21 contre et puis une abstention. Ça dénote 101 alors, 101 pour. 105. Je crois que c'est bien cela, 105, okay. Si je ne me trompe pas. Donc si on fait l'analyse en termes de chiffres, on se rend compte qu'à quelque part, peut-être les consignes de vote n'ont pas été respectées à quelques égards. Parce que toute la majorité, effectivement, ça fait sens et ça fait les 105. Et voilà, et au niveau de l'opposition, normalement, on devrait se retrouver à 25, parce que 20 du CDP, 3 de l'ADF et 2 de l'Agir ensemble. Apparemment, les consignes n'ont pas été respectées. Comme c'est un bulletin secret, peut-être que c'est des gens de la majorité qui n'ont pas suivi, ou je ne sais pas, où c'est l'opposition qui a voté pour valider la déclaration de politique générale. Ça, c'est sur la question de la forme. Maintenant, par rapport à votre question sur le plan sécuritaire, là aussi, il y a quand même... moi, je crois qu'il y a un problème de forme aussi. Et ça, c'est dans nos pays qu'on peut trouver ce genre de situation. Pendant la campagne, on a suivi tous ces discours-là où il y a eu même des tirs croisés entre eux. Pendant que certains candidats disaient qu'il faut négocier, le président sortant disait qu'il ne fallait pas négocier, que ça ne servait pas. Bon, on est réélu, on sort tout de suite, on fait ce qui n'était pas prévu. Bon, je ne sais pas si ça se passe de cette façon, mais je crois que la crédibilité aussi et l'autorité aussi, ça
s'acquiert à travers au moins le respect de ce qu'on a promis, et c'est ce qu'on vient appliquer pendant, une fois réélu. Autrement, je crois les aspects évoqués, je crois que la question de la réconciliation, ce n'est pas nouveau, c'était quelque chose déjà de prévu. Sur la question du report des municipales, je pense que bon, pour tout observateur médiocre, ça c'était quelque chose de prévisible avec l'ouverture du gouvernement à des partis qui étaient signataires et de l'ex-opposition qui se retrouvent dans la majorité. Donc c'était des choses prévisibles. Et au Burkina, de tout temps, on a été souvent peut-être habitués à ce genre de situation parce que les municipales, comme c'est des élections de proximité, il n'y a pas d'enjeu véritable à l'échelle nationale. Donc ce sont des élections souvent, on est plus prompt à reporter. Contrairement, parce qu'on a vu un peu la levée de bois vert par rapport à la proposition de l'Assemblée nationale justement pour reporter les élections législatives. Donc pour les municipales, on est plus ou moins habitué. Même généralement, la classe politique, toute tendance confondue, est apte, ou du moins c'est disponible à accepter un report. Maintenant, je crois que vraiment l'enjeu crucial ou bien le projet crucial vraiment qui va cristalliser les attentions, à mon avis, ça ne va pas être forcément la réconciliation, ça ne va pas être forcément peut-être la question de la limitation des partis politiques proposée par le président de l'Assemblée. Dans tous les cas, il peut faire une proposition de loi. Mais je crois que c'est la question du découpage administratif. Parce que dès que déjà annoncé, je vois que tel qu'on veut prendre le problème, c'est vraiment de façon parcellaire et superficielle. Parce que si on veut dire que c'est la région de l'Est qui est la plus grande, alors qu'il y avait déjà des injustices de l'arbitraire dans le découpage de certaines régions, ou bien le découpage administratif de façon générale, je pense que ça ne va pas être simple. Et comme ça a été rappelé à l'Assemblée nationale, c'est un projet qui date depuis 2009, sous Blaise Compaoré. Avec les mutineries en 2011, on n'a pas pu le faire. Il y a eu l'insurrection par la suite, ça a été stoppé. Et par la suite, on reprend ça encore. Et même sous Roch-Marc Christian Kaboré, je sais qu'il y avait encore cette question de découpage où le ministre Siméon, à l'époque, en 2017, quand il faisait le point des demandes de création de provinces et de communes, par exemple, pour les communes, on se retrouve à plus de 550 demandes de création de communes pour le Burkina. Et au niveau des provinces, je crois qu'on était à 46. Donc c'est pour dire que c'est vraiment la boîte au Pandore, et je crois que c'est ce sujet qui va cristalliser, vu déjà ce qui existait. Mais moi, je crois que sur la question du découpage, je ne sais pas sur un coup de tête, comme on parlait du fait du prince, si on décide de faire, alors qu'il y a des études qui ont démontré, je sais qu'en 2009, il y a eu... On n'est pas encore dans la phase, là c'est une, une indication que mais vous voyez dès le départ, sujet oui, sera mais vous plus voyez dès encore le départ, puisque c'est le président qui a annoncé les couleurs à Fada pendant la campagne. Il dit que la région de l'Est est vaste. Mais je crois que la problématique, ce n'est pas parce que la région de l'Est est vaste. Et contrairement à ce qu'on dit, oui, c'est la plus grande région du Burkina en termes de superficie. Je crois que je me suis amusé à regarder les chiffres. Ça fait 17% du territoire national. Donc c'est très loin du tiers en fait, du pays. Maintenant, la question, mais au même moment, ce qu'on oublie de relever, c'est une des régions les plus faiblement peuplées. Vous prenez des provinces où vous avez 10 habitants au kilomètre carré. Est-ce qu'on va découper, on met une administration en place pour administrer quelle population? Moi, je crois que l'enjeu, ce n'est pas ça. Et vous prenez Fada N'Gourma sur l'ensemble des rayons, vous prenez pour les chefs-lieux de province, tout au plus, la plus grande localité, la distance la plus longue, c'est 180 km. Le redécoupage ne va pas aussi intégrer la donne de maillage sécuritaire, parce que quand on installe aussi les structures policières, etc., ça tient compte de tout ça. Est-ce que ce n'est pas cet enjeu-là qui est là aujourd'hui? Parce que des régions comme l'Est, par exemple, il y a des grands espaces qui ne sont pas administrés. Mais s'il y a pas la présence de l'État. Si c'est faiblement... Non, moi, ce que je vais dire tout simplement, je pense qu'il y a des documents qui ont été produits qui fait le diagnostic. Moi, j'aurais pu comprendre, par exemple, sur le découpage, qu'on fasse le diagnostic. Et du reste, il y a des études qui sont démontrées, où on fait des propositions, et ça, c'est sous Blaise Compaoré, on fait des propositions de supprimer des régions, de fusionner certaines régions. Quand je prends, par exemple, le plateau central, c'est clairement dit, ça a été fait en 2009. C'est un document, le schéma national d'aménagement du territoire du Burkina, ça a été fait en 2009, au niveau du ministère de l'économie, où c'est clairement dit que c'est en dehors de la volonté politique, on ne voit pas en quoi Zingaré peut être la capitale ou bien chef-lieu de région, c'est clairement dit. On propose de fusionner par exemple les cascades au Haut-Bassin pour faire un fort potentiel régional à travers Bobo-Dioulasso. Et comme ça a été dit, il y a des aspects de ce genre. Mais c'est pour dire quelle est l'orientation que le gouvernement va donner à ce redécoupage? Oui, mais dès le début, déjà, si on se focalise sur l'Est, j'ai dit on se trompe lourdement. Et je pense que le problème n'est pas forcément la question du découpage. Parce que le Burkina, déjà, 13 régions, 45 provinces, il y a des pays qui sont 10 fois plus grands que le pays, que le Burkina, mais qui n'ont pas 45 provinces ou bien 13 régions. Évariste Konsebo, on va prendre la vie qu'a eu à donner le chef de ville, on va dire le chef de ville putatif de l'opposition aujourd'hui, même s'il n'a pas encore été
tout simplement mis en place selon les textes. Edu Komboigo qui a réagi, il dit que, c'est un peu long quand même, mais je lis, il dit que ce sont des manifestations d'intérêt, parlant donc de cette déclaration. Nous n'avons pas vu de politique sectorielle du Premier ministre. Le président du Faso a certainement décliné ses priorités sur 10 points que le Premier ministre est venu nous montrer ses intentions. Nous sommes restés insatisfaits parce que nous pensons qu'il allait s'appuyer sur les chantiers qu'il avait commencés. Mais malheureusement, cette déclaration d'intention n'a pas d'indicateur, n'a pas de chiffres. C'est donc une volonté qu'il a manifestée. Les questions venaient de partout et même la majorité. Cela veut dire que personne n'est satisfait de ce discours. C'est encore des propos d'opposants. Non, mais bon, venant quand même de... Pas d'indicateur, pas de chiffres, pas de politique sectorielle. Non, mais vous savez, c'est une déclaration d'intention. Mais tout procède déjà de l'intention. On a bien dit, le titre c'est quoi? C'est déclaration de politique générale. C'est une trame des actions prioritaires. Et là-dessus, je suis étonné que les Burkinabés n'arrivent pas à s'accorder sur les actions prioritaires qui peuvent développer notre pays. Ensuite, c'est cette trame-là qui doit être maintenant dégagée en programme sectoriel. Et c'est maintenant au niveau des programmes sectoriels qu'on aura les chiffres que M. Eddy parle. Donc, bon, je ne sais pas, il fait son rôle, ça c'est normal. Mais sur la forme et sur le fond, honnêtement, c'est très difficile de trouver autre chose. Et ce n'est pas parce qu'on a mis les chiffres que ça sera la réalité. Ils ont dégagé des priorités qui devraient, en fait, préoccuper donc le gouvernement pendant les 5 années. Et ces priorités-là ont été déclinées, construites d'ailleurs sur les 10 chantiers qui ont été maintenant déclinés en 4 axes. Et maintenant, là où c'est intéressant, c'est de regarder le contenu. Et en regardant le contenu, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans. Moi, par exemple, notamment, vous avez évoqué la question de la décentralisation où il est question de redécoupage. Mais ça, c'est une idée qui est lancée. Mais dites-vous bien qu'ensemble, il ne suffit pas que le chef de l'État dise la province de l'Est est grande, il faut redécouper. Non, il y aura des commissions. On va prendre des critères. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est le désert administratif. Parce que, voyez-vous, la problématique majeure, c'est le désert administratif. Parce que c'est grand, c'est pas couvert, donc ça permet... C'est un service. Donc, l'État n'est pas suffisamment... Cette problématique-là sera prise en compte. Il y a aussi la dimension aussi du développement aussi. Donc il y a beaucoup de critères, ça là-dessus. Et en matière de, comment dirais-je, de découpage et de recoupage, on n'a pas inventé la roue. Très rapidement sur J'aurais voulu quand même aller sur d'autres points, parce qu'il y a des points qui ont été développés dans le contenu, ou alors on n'aura pas... le report des élections. Bon, le report municipal, il n'y a pas d'enjeu. La question de la réduction la question de la réduction des partis politiques. Non, le report, en fait... Ouais. Le report ne répond à rien. Il faut faire les élections. Oui. On parle de suffrage direct pour l'élection des maires. Mais là, il faut faire une loi, carrément. Oui, mais là, parce que si vous rentrez avec la problématique du redécoupage, là, franchement, c'est lié. Donc, il faut définir des urgences et des priorités. Et ils ont estimé que... Bon, de toute façon, c'est des débats. Il y aura une concertation avec la classe politique. Donc, en fait, c'est des décisions consensuelles. Donc, c'est des idées. Si la classe politique, les acteurs politiques décident de reporter, il y aura report. S'ils disent non plus. En revanche, par contre, là, c'est vrai que l'idée de réduire limiter les partis, c'est une idée qui a toujours... on a toujours... jeté cette idée-là depuis longtemps, hein, parce que surtout... Ben, moi, je dis pourquoi pas. C'est vrai que quand on a... En fait, c'est quoi? Il faut repartir depuis les indépendances. Nous avons 183 partis politiques. Oui, mais attendez. Après les indépendances, il y avait les partis uniques. Les gens ont contesté... Les dernières statistiques, bien sûr, parce qu'en temps, peut-être que ça évolue. Je suis d'accord. Mais après les indépendances, on a commencé avec les partis uniques. Les gens ont commencé à crier. En 1994, à la faveur du sommet de Bâle, on a dit d'ouvrir. On a ouvert et on a vu que c'est encore pire. Bon, finalement, je ne sais pas. Non, ce qui est sûr, il faut convoquer, moi, je ne sais pas, les états généraux, donc, des partis politiques. Mais des pays comme le Ghana, il y a le multipartisme, mais il n'y a pas autant de partis. Mais on n'a pas la même culture. Il y a aussi la culture politique qui est là. Parce que le Ghana, c'est un pays anglophone. Est-ce qu'on n'a pas la même culture politique que le Ghana? Non, ici, là, c'est vrai qu'il y a un désordre. Non. Mais le pire encore, c'est quoi? C'est que tous ces partis bénéficient d'une subvention de l'État quelque part, alors pour ne donner que 0 résultat. Donc je suis sûr que... Mais il faut que les acteurs se concertent pour voir comment on fait.
Non, c'est Lengani. Bon, c'est Lengani la parole, mais comme tu non, moi je bouillonne d'impatience. Oui, d'accord, c'est pourquoi D'abord, dans le fond de la forme du Premier ministre, son document est réduit à 30 pages. Maintenant auparavant c'était 50, on avait parlé de ça ici. Maintenant, on a cadré même ses interventions à limiter. Maintenant, si on revient sur la limitation des partis, M. Bala Sakande a eu une idée lumineuse. Et j'espère qu'il va aller jusqu'au bout de son idée. S'il écrit un texte pour limiter le nombre de partis, son texte sera inconstitutionnel. Parce que la liberté d'association permet aux gens de s'unir comme ils veulent. Ce qu'il va faire simplement, il n'a qu'à écrire une loi pour dire, par exemple, si vous voulez renouveler votre parti, vous payez 50 millions de timbres et puis vous renouvelez votre parti. L'argent que l'État, que le contribuable donne, on va donner sa partie de député pour qu'il reverse à son parti pour faire les élections, etc. Mais les gens qui sont au zéro parti, qui n'ont même pas, ne remplissent pas la cabine, dont les Mais militants... justement, qui crée ces partis? Est-ce que ce n'est pas aussi les partis au pouvoir, les grands partis qui créent les petits partis? Non, il ne faut pas travailler dans la limitation des partis. Il faut travailler dans les conditions d'existence des partis. Et puis vous avez réglé le problème. Parce que s'il me dit de ne pas créer un parti, il limite ma liberté d'association. Par contre, il me dit, si tu crées ton association, pour la faire enregistrer au niveau de l'administration territoriale, tu paies 50 millions de timbres. Je vais réfléchir par 1000 fois avant de payer ce timbre parce que les gens créent simplement... Parce que ce qu'il a dit, les gens créent les partis pour aller chercher de l'argent. C'est la seule activité au Burkina où on te donne l'argent si tu fais quelque chose. Sinon, si vous voulez créer un kiosque sur le terrain domanial de la mairie, vous allez payer des taxes. Pendant que si vous créez un parti, c'est ça, on vous donne l'argent. D'accord. Il faut que l'arnaque s'arrête. La déclaration du politique général du Premier ministre, report des élections municipales, réduction ou limitation des partis, négociation, l'aspect aussi négociation avec les terroristes, d'accord, on va te donner la parole sur ça aussi, que le Premier ministre n'a pas exclu du champ d'action. D'abord, je partage les observations de Oulon sur la forme là. Bon. J'ai un peu l'impression qu'on a assisté à un condensé des discours de la campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est-à-dire, il a dit ça ici, il a dit ça là-bas, on en prend tout, effectivement, il peut en sortir une mouture en général. Bon, effectivement, ça permet de voir effectivement les promesses qui ont été faites, ça c'est une très bonne chose déjà, je pense qu'il faut saluer ça. Mais est-ce que ça c'est cette forme-là de prendre en fait, je vais dire de prendre les idées, les grandes lignes du campagne, du projet de campagne du président pour en faire la déclaration de politique générale. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il fallait faire? Mais justement, c'est ça. Okay, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Je dis, ça c'est déjà très bon de savoir ce que le président a dit qu'il va faire. Bon, maintenant, là où je laisse sur ma fin, c'est qu'on aurait dû nous dire comment on va faire. Maintenant qu'on nous a dit ce qu'on va faire, comment on va faire, c'est là vraiment le véritable problème. Et sur l'ensemble des sujets qui sont égrenés, on ne voit pas de véritable piste de solution. C'est des idées qui sont lancées sans effectivement qu'on voit comment est-ce qu'on va y aller. Bon, c'est la question de l'édoucoupage. On ne dit pas on va aller dans quel sens, pourquoi. Parce qu'effectivement, comme on fait combien 274 000 km². Bon, ce n'est même pas une province dans certains pays. Hein. Bon, et c'est bien administré, on n'a pas ces problèmes-là. Bon, on dit que la province de l'Est est très, très vaste. Et que, comme l'a dit Oulon, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est la province aussi où le nombre d'habitants par kilomètre carré, la densité est vraiment très... laisse à désirer. Bon, donc tout ça, c'est des questions qu'il faut... Bon, il est vrai que la question de la sécurité qui se pose là-bas, mais la carte sécuritaire ne doit pas forcément être calquée sur la carte administrative ou la carte électorale, non. Je pense que les militaires ont leurs priorités, ont leurs actions à faire. Il faut se déployer en fonction des réalités du terrain, et non des frontières artificielles dessinées par l'administration pour administrer le territoire. Mais je pense que donc, là, il y a un mélange des problèmes. Il y a un mélange des problèmes et sans une véritable ligne directrice qui permet de voir, d'avoir une lecture sur les intentions et surtout comment on va les mettre en œuvre. Ensuite, sur la question on a parlé de la limitation des normes des partis politiques. Moi, je dis tout choix est arbitraire. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Quel que soit le mode de gouvernance qu'on va choisir en ce qui concerne l'exercice de la liberté d'opinion et de parti, de création de partis, d'associations, il y aura forcément, on va imposer quelque chose aux gens. Bon, mon ami Eugène a choisi, lui,
lui veut mettre l'argent sur l'aspect pécunier. Bon, c'est une forme. Bon, d'autres pourront dire, bon, pour être un parti politique légalement reconnu, il faut avoir, par exemple, 40 000 signatures par province, par exemple. On peut exiger des choses comme ça. Pour dire, bon, pour que tu existes, il faut que tu montres que tu es effectivement sur le territoire national et que tu n'as pas un parti qui est localisé à Saponné pour te faire élire maire, etc. Tout simplement. Et que bon, ça, c'est possible. D'accord. Au Ghana, par exemple, on insiste sur les sièges, il faut avoir un siège avec une adresse. Exactement, donc Oui, Évariste. Oui, d'accord. En fait, mais après, je vais répondre le Saponné là. Parce que certains ont entendu avoir peut-être une contradiction dans le discours du Premier ministre quand il disait qu'il n'était pas du tout fermé à toute négociation avec les terroristes. Donc par rapport donc, au discours du président, chef de l'État, mais moi je me souviens quand même que lors du passage du chef de l'État, je pense que ça doit être à Dori, où il a reçu donc la notabilité de la zone, il a dit que s'agissant des fils et filles du Burkina qui se sont égarés en prenant les armes contre la patrie, on pouvait voir comment les récupérer. Et ça, je pense que voir comment les récupérer, tout est dit dedans. Oui, tout est dit dedans. D'accord. Merci, on va aller très vite parce que le temps, on réagira avec les appels entrants. Je profite pour dire aux téléspectateurs qui nous suivent qu'ils peuvent donc appeler pour s'inscrire et se faire appeler pour leur intervention à ce débat. On continue, on va parler des VDP, de la situation des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie ont été d'ailleurs cités par le Premier ministre. C'est une loi qui a créé donc, ce groupe-là d'autodéfense et qui fait quand même beaucoup de résultats dans certains endroits, et qui est aussi, on va dire aussi, qui est aussi critiqué à certains endroits également pour le mode d'action, les questions de recrutement. On retrouve avec des problèmes de VDP, avec les questions d'indemnité, des paiements qui ne reçoivent pas et tout. On va d'abord suivre ce reportage-là qu'avait fait BF1 avant de revenir pour discuter certains points. Ces vieilles personnes savourent leur retour dans leur village natal. Le sol de Cargo, ils n'espéraient plus le refouler un jour lorsqu'ils ont été contraints à la fuite un certain 28 septembre 2019 au cours d'un après-midi de terreur. 5 personnes avaient été abattues sur la place du marché par des individus armés. Des attaques simultanées le même jour et le jour suivant dans les villages voisins font plus d'une vingtaine de morts. Conséquence, les 41 villages de la commune de Zimtanga se vident de leur population, provoquant un afflux massif de déplacés dans la ville de Kongoussi. Nous avons séjourné plusieurs mois dans les sites de déplacés à Kongoussi. On dormait dehors sous la pluie et nos tentes ravagées par l'inondation. Des conditions de vie pénibles que le vieux Lali va supporter pendant une quarantaine de jours. Après 42 jours dans le camp de déplacés internes, j'étais dépité. J'ai décidé de revenir ici. Et c'est grâce au VDP que je suis toujours là. Sans leur présence, tu n'aurais trouvé aucune âme dans ce village. Maintenant, la psychose s'est dissipée. En effet, suite aux événements, un groupe d'acteurs de la société civile lancera le mouvement pour la résistance populaire le 5 octobre 2019 à Kongoussi. Le 7 novembre, après l'attaque de Bungu dans l'est du pays, le président du Faso lui-même annonce le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans les zones sous menace terroriste. Une loi sera adoptée le 21 janvier 2020 et placera les VDP sous la tutelle du ministère de la Défense nationale. Mais dans le centre-nord, on n'attendra pas la promulgation de cette loi pour s'engager. À Zimtanga, une dizaine de volontaires s'engageront dans la foulée. Après le lancement du mouvement pour la résistance populaire, ils installeront leur base à Cargo. À notre arrivée, on ne disposait que de 5 calibres 12 pour 10 personnes. Par la suite, les ressortissants du village qui possédaient des armes, nous les ont rétrocédés. Ce sont eux également qui nous ravitaillaient en vivres.
La dizaine de volontaires bénéficieront quelques mois plus tard d'une formation militaire de 14 jours, comme le dispose la loi sur les VDP. Une année après, leurs actions de défense du village de Kargo et environnants font tache d'huile dans toutes les communes de la province du BAM jusqu'à Titao dans le Loroum. Aujourd'hui, on dénombre près de 1300 volontaires actifs dans 60 villages. Au-delà de leur principal rôle de riposte en attendant l'arrivée des FDS, l'action des VDP suscite de nos jours le retour des populations dans la quasi-totalité des villages de la province du BAM. Ils sont nombreux, ceux qui avaient fui le village. Mais grâce au VDP, la majorité d'entre eux sont de retour. Ceux qui ne sont pas encore venus, ce sont ceux qui ne le désirent pas, parce que la plupart d'entre eux bénéficient d'assistance humanitaire là-bas à Kongoussi. Donc, c'est difficile pour eux de s'en passer. Sinon ici, ça fait très longtemps que nous avons enregistré une attaque terroriste. Sur les rives du lac BAM, les productions maraîchères et les cultures de contre-saison ont repris de plus belle. La RN22 reconnaît une fréquentation accrue. Les villages situés tout au long de l'axe Kongoussi-Namisigia à la lisière du Sahel se repeuplent. Les structures sociales de base rouvrent progressivement leurs portes. Vraiment content grâce à eux, nous logeons maintenant à l'école. Contrairement aux années passées où nous faisions la navette entre Kongoussi et Yalka. Surtout que nous avons des maîtresses qui ne sont pas aussi courageuses que ça. Mais avec leur présence, vraiment, elles sont là et elles sont sans peur. Voilà. Les VDP assurent en effet une sécurisation permanente dans les différents villages. Des postes de contrôle sont placés à l'entrée et à la sortie de chaque village. La nuit, ils veillent au respect du couvre-feu, instauré de commun accord avec les populations. L'axe Kargo-Kongoussi que nous avons emprunté à l'heure du couvre-feu nous a permis de constater que des passages obligés sont instaurés la nuit et tout passant est systématiquement arrêté et contrôlé. La résistance civile semble être en marche, mais à quel prix pour les résistants? Même quand il pleut, nous sommes là agrippés à nos armes. Nous n'avons pas pu cultiver. Les ennemis ont aussi pillé toutes nos richesses lors des attaques. Pourtant, nous avons en charge des femmes et des enfants. Nous devons également nous nourrir. Nous ne vivons que grâce à l'appui des commerçants. Imaginez qu'eux aussi soient à bout de souffle. N'allons-nous pas abandonner? Nous n'avons pas de moyens de déplacement. Tout est bousillé. Même pour s'habiller, c'est compliqué. Peut-on dire que nous travaillons avec l'État? C'est un engagement volontaire et nous l'assumons, mais franchement, c'est compliqué. La loi sur les VDP dispose pourtant à son article 9 que tout volontaire au terme de sa formation devrait bénéficier d'une dotation en équipement spécifique, c'est-à-dire composé d'une arme légère et des moyens de communication et d'observation. 53 VDP sur 1200 ont bénéficié d'une formation et sur les VDP formés, 21 d'entre eux n'ont reçu aucune arme. Aussi, selon l'article 3 de l'arrêté conjoint du ministre de la Défense nationale et celui de l'économie, daté du 8 avril 2020, un appui financier mensuel de l'État à hauteur de 200 000 francs CFA est octroyé à chaque groupe de VDP pour son fonctionnement. Un appui financier que les VDP affirment n'avoir perçu que 2 fois. En ce qui concerne cette aide financière, nous l'avons reçue il y a au moins 6 mois. Ils ne font que dire que ça arrive, mais on ne voit rien. Face à ce déficit, la plupart des VDP sont obligés de s'auto-former et de s'auto-armer. C'est peut-être là l'autre sens de leur sacrifice. Mais la démission de l'État telle que perçue par les VDP et les populations que nous avons rencontrées au front fait planer inéluctablement le spectre de la démoralisation des troupes de résistants. Leur disparition éventuelle ouvrirait sans doute la voie à une situation sécuritaire dont on ignore pour l'instant les conséquences qu'elle pourrait engendrer.
Merci à vous. Vous avez suivi ce reportage, un élément un peu long, mais l'importance montre qu'on n'a pas eu tort de le passer. Atiana Oulon, est-ce que le problème, le Premier ministre d'ailleurs en a parlé, la question de l'encadrement de ces VDP est posée. Le gouvernement estime qu'un accent sera remis dessus. Le problème de recrutement, parce qu'on a entendu aussi des voix s'élever qui estiment que le recrutement était ethnique ou communautariste, etc. Et puis malheureusement, la prise en charge qui n'est pas effective pour des personnes qui se sont volontairement engagées pour défendre le pays et qui ont fait des résultats. Oui, ce que je peux dire à l'entame, c'est que l'État a voulu rattraper peut-être une réalité. Les populations s'organisaient déjà, je pense que c'est ce qu'il faut constater. Et la réalité fait qu'on se rend compte, sur les papiers, chaque localité ou bien chaque village, quand on dit VDP, c'est 10 personnes en fait. Vous retrouvez avec 1000, les gens s'organisent au niveau de leur village, ils s'en foutent des textes qui a été voté à l'Assemblée. La preuve en est qu'ils disent qu'ils sont 1000. Quand vous envoyez, et officiellement c'est 53. Or, les textes disent que les VDP, chaque groupe, c'est 10 personnes en fait. Ça. Donc, je pense que c'est un élément que l'État a voulu rattraper. Et je ne sais pas si c'est à quel chose malheur, bon, parce qu'on n'est plus dans le clivage Korlo-Héros et tout le reste. Ça permet peut-être d'éclipser un peu les Korlo-Héros. Les Korlo-Héros se sont fondus en fait dans les VDP, donc il y a ces questions-là. Après, il y a d'autres problématiques qui sont posées, vous l'avez évoqué effectivement. Mais je pense que ça interpelle l'Assemblée nationale. Il faut faire le point. La loi a été votée, je pense qu'il faut mener une enquête parlementaire pour voir où nous en sommes avec l'application. Et par rapport à la question des retards de versement des indemnités, parce que les 200 000, c'est pour les 10, je pense que c'est des choses inacceptables. Et là encore, je dis, c'est les structures du contrôle qui sont interpellées. L'argent est rentré où? Comment ça s'est passé pour expliquer un peu ça? Pourquoi on explique un peu? Le chef d'état-major général de l'armée de terre, Jules Batiolo, quelque part a un peu expliqué que ce sont en fait des lourdeurs administratives. Oui, mais je crois qu'au niveau du ministère de la Défense, on a levé ces verrous. Il y a des procédures exceptionnelles pour permettre de décaisser l'argent au niveau du ministère de la Défense. Je pense que les lourdeurs, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans les lourdeurs administratives en ce qui concerne le domaine de la sécurité et de la défense. Parce que je crois au niveau des financiers, on a facilité toutes ces questions-là. C'est vrai. Ce serait bien quand même qu'il y ait un diagnostic ou bien un audit spécial pour comprendre où se trouve le problème. Lengani? Moi, je trouve que, franchement, c'est inacceptable. Les lourdeurs administratives invoquées par le chef d'état-major général des armées. Pour ce que ces gens-là font, je crois que c'est inacceptable. C'est une injure même à leur sacrifice. Est-ce que, pour qu'il n'y ait pas de lourdeur pour le salaire des militaires, et même à ce niveau même, il semble que si on regarde de près, les primes auxquelles les gens ont droit là-bas sont frappés des mêmes lourdeurs. Donc, je dis que, bon, quelque part, il faudrait qu'on... parce que le combat contre le terrorisme, ce n'est pas seulement envoyer les gens sur le terrain, c'est les mettre aussi dans les conditions de pouvoir vaincre, de pouvoir même résister normalement. Si vous êtes sur le terrain, comme ils l'ont dit vous n'avez pas les moyens même matériels pour vous défendre. Vous êtes obligé de les chercher par vous-même. Mais les chercher par vous-même, là, c'est ça qui entraîne les abus. Et si ces gens ne sont pas pris en charge, qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper d'eux matériellement? Et rien. Et on ose invoquer des lourdeurs administratives. Et ces gens-là, comme ils l'ont dit, ils ne cultivent plus. Ils ne peuvent plus faire leurs activités normales pour survivre. Mais comment ils vont vivre? C'est mendier? Non. Donc, ça sera retiré. Et donc, c'est devenu eux-mêmes des terroristes entre griffes contre les populations. Et quand ça devient comme ça, les populations choisissent entre ces gens-là qui les rançonnent éventuellement et les terroristes qui leur disent non, vous assurez la sécurité contre ces gens-là. Donc, ça veut dire que l'État lui-même est en train de mettre les populations qui veulent défendre, qui veulent surtout défendre, de les mettre en danger. Je dis que là, il faut quand même tirer le haut là et puis cesser les discours et puis agir concrètement. Évariste, très rapidement, et puis André. Je suis un peu embêté, mais parce que la philosophie qui sous-tend à ça, c'est d'abord le volontariat. Parce qu'on n'a pas encore inventé la roue une fois. Ailleurs, vous avez la garde nationale, vous avez la garde civile, il y a tout. Maintenant, j'ai l'impression qu'on veut en faire un corps de métier. Ah non, l'idée c'était les populations, les habitants d'une localité
qui reçoivent une formation et du matériel, les équipements pour défendre un peu les intérêts sécuritaires de leur village. Maintenant, il faut prendre garde, parce que maintenant, si ça devient maintenant un corps de métier qu'on met en place pour être des forces supplétives, bon, il faut donner tous les moyens qui suivent avec. Sinon, effectivement... Mais quand on regarde le reportage, ils estiment même que pour avoir des armes, ils n'en ont pas, par exemple. Là. Bon, Mais ça, c'est une loi qui a été votée à l'Assemblée. La loi a été votée. Mais maintenant, comment est-ce que les structures qui prennent en charge le VDP ont été donc instituées, organisées, et comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est un problème de fonctionnement des institutions. D'accord. André, j'aime pour terminer très rapidement sur ce sujet, et puis on va parler du Mali. Un instant avant de prendre notre responsable. Si vous regardez le manque de matériel, le manque de moyens, prenez l'armée régulière. Vous avez des gens qui sont au front et qui, de temps en temps, vous disent qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de gilets, ils n'ont pas, etc., etc. Or, c'est l'armée régulière qui manque même de moyens. Donc là, c'est un autre corps qui arrive sous leur couvert. Mais bref, ce qu'on doit déplorer simplement, c'est que si l'État a donné des moyens pour que ça arrive à ces gens, si on a donné 5 francs, il faut que les 5 francs arrivent. Et dans les meilleurs délais. Et j'ai savoir qu'il y a des ministères où les lourdeurs sont levées parce que le chef de département a des moyens qui lui permettent d'agir. Si on vient dire au ministre de la Défense qu'il y a, par exemple, telle chose qui veut se passer à tel endroit, il a les moyens pour agir, pour envoyer des gens, pour etc., etc. Si on vient dire au ministre de la Sécurité, de l'administration du territoire qu'il y a des moyens, qu'il y a quelque chose qu'il va faire, il a des moyens pour agir rapidement. Même chose pour le ministre des Affaires étrangères. Donc je crois que, en résumé, il faut dire, si l'État a mis 5 francs pour les VDP, il faut faire en sorte que les 5 francs arrivent au VDP et dans les délais prescrits. Sinon, le dire qu'il y a des douleurs administratives, je pense que ça ne va pas aider à ce que les gens se donnent corps et âme pour la défense de la patrie. Merci André Eugène Ilboudo. On va très rapidement aller au Mali, donc pour cette actualité. Il s'agit d'un manifeste que le très connu imam Mahmoud Dicko a publié, mais qui dit des choses suffisamment, j'allais dire graves au fond. Il dit ceci, depuis le 18 août 2020, j'ai laissé ma porte grande ouverte. J'ai inlassablement écouté et observé, mais la situation me paraît trop grave pour que je garde le silence. Si nous ne réagissons pas maintenant, activement et collectivement, l'État qui nous gouverne n'a plus de sens. Il faut sauver le pays. Nous devons agir sans relâche avec les forces vives de la nation pour la restauration de l'autorité de l'État. Pour ce faire, je m'engage librement à me rendre partout où je peux être utile, là où nos citoyens se sentent abandonnés. Je m'engage à favoriser le dialogue entre nous pour nous réconcilier. Alors, on se demanderait où on en est avec au Mali, il y a eu une transition où les militaires sont au pouvoir, ils doivent organiser des élections. Alors, Mahmoud Dicko qui ressort avec cet engagement à estimer que c'est le péril. Évariste Konsebo, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Moi, je serais tenté de dire qu'il a fait preuve de naïveté parce qu'ils ont créé les conditions d'arrivée des militaires au pouvoir. Ils ont tous cru que les militaires, c'était la panacée, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs. Et je dis toujours, si les coups d'État pouvaient développer un pays, l'Afrique serait le pays le plus développé. Donc moi, je ne me suis pas fait des illusions. Donc sans doute, il est désillusionné. Et dans l'inconfort donc, de ces désillusions, il se livre à un envolé lyrique. Il dit que c'est un poète. J'ai découvert les qualités de poète. Il dit que son esprit est tourmenté, son cœur est déchiré. Et le constat qu'il fait, c'est la malgouvernance. Et maintenant, il propose, lui, de porter un nouvel élan d'émancipation. Maintenant, il faut voir le contenu, qu'est-ce qu'il met dedans. Alors, la question qu'on peut se poser, Lengani, pourquoi avoir fait tout ça pour faire tomber IBK et puis finalement se retrouver à regretter ce qu'on a fait? C'est la situation de la victoire volée, comme on dit. Effectivement, on a tous suivi le mouvement démocratique au Mali qui a vraiment fait monter la pression, qui a obligé l'armée, entre griffes, une partie de l'armée au moins ça prend ses responsabilités. Mais malheureusement, ce que nous avions prévu même sur ce plateau ici, à savoir que les militaires qui arrivaient devraient
se baser sur le mouvement démocratique qui était en place pour se mettre en place. Non, les militaires avaient choisi, on se rappelle très bien, de mettre en place carrément quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce mouvement démocratique-là. Donc c'est un constat aujourd'hui qui est tout à fait légitime. Bon, maintenant, ça veut dire que le Mali est reparti encore pour une nouvelle période de turbulence. Maintenant que c'est l'armée qui a directement les commandes... Mais là, lui-même dit qu'il se porte, il est pèlerin de la réconciliation. Oui, et maintenant, ce n'est plus la rue comme c'était avant. Apparemment, oui, les choses ont changé. Il m'étonnerait que ce discours-là, il ait écrit tout seul dans sa chambre. Ça m'étonnerait. Ça doit être un travail concerté avec les lieutenants avec lesquels il a travaillé pendant les 3 dernières années. Alors, maintenant, il faut craindre pour le Mali que si, effectivement, la transition ne regarde pas un peu plus vers les aspirations. Les aspirations effectivement, du mouvement qu'il a fait naître, ça va être compliqué. Alors, André Génigoudou, ça veut dire que la rue n'a pas apporté grand-chose au Mali. On est retourné à la case départ, on va regretter Ibeka, on regrette tout ce qui est là, il faut repartir sur il faut créer du nouveau. Donc écoutez, ça n'a rien donné finalement. Là, vous savez, si quand même on suit ce qui se passe au Mali, je crois que l'imam Dicko a été un adjuvant fort pour l'arrivée même de Ibeka au pouvoir. Après, il a été une personne qui a fait partie de ceux qui l'ont chassé, qui ont amené les militaires et qui a travaillé même à ce que certaines choses se passent. Aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, il est désillusionné. Maintenant, je vais dire que ce qu'il a écrit, c'est chaque patriote qui doit dire ça pour son pays. Je n'ai jamais vu un patriote qui aime son pays. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi responsable? Il aurait dû écrire ça avant. Mais c'est ce que j'ai dit. Il a travaillé à mener Ibeka au pouvoir, il a travaillé à chasser Ibeka, il a travaillé à ce que la rue se soulève contre Ibeka pour amener les militaires. Et quand les militaires se sont installés, on a suivi dans toutes les coulisses ce qui se faisait. Je me dis, écoutez, j'ai envie de dire, quand un oiseau crie pour appeler la pluie, il y a 2 solutions. Soit il est imperméable, ou bien c'est son parapluie qui est fort. Il fait partie de ceux qui ont amené la chienlit au Mali. Merci André Génigoudou. Avant de passer à Oulon, on va prendre un téléspectateur. Monsieur Traoré Alidou, qui appelle de Dédougou, il intervient sur la déclaration de politique générale. Monsieur Traoré? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention. Voilà, c'est par rapport en fait au volet éducation. D'accord. Voilà, je constate effectivement qu'il y a une intention soutenue de la part du gouvernement pour redynamiser en fait ce secteur. Maintenant, mon inquiétude se trouve au niveau de problème concernant en fait l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de l'enseignement. Bien, c'est une bonne chose, ça veut dire que la crise a mis en exergue quand même un point essentiel concernant en fait la dynamisation des choses qu'on appelle la prise en compte de la technologie, des nouvelles technologies, voilà, des par rapport à la qualification. Maintenant, c'est dans quelle mesure nous allons voir peut-être l'effectivité de cette mesure. Quand on sait bien que pour le supérieur, voilà, je sais qu'il y a eu l'octroi effectivement des ordinateurs pour les étudiants de la première à la 3e année. Bon, mais on est resté en fait sur la soif à ce niveau parce qu'on a constaté que les autres étudiants ne sont pas concernés. Les masseurs effectivement n'ont pas bénéficié de l'octroi de la subvention de ces ordinateurs-là. Bon, quand sera-t-il effectivement au niveau du privé au niveau de ce volet-là? Donc voilà. Alors voilà, donc, vous posez une préoccupation, c'est de ne pas bien comprendre ou de ne pas saisir comment le gouvernement compte faire pour doter, voilà. En tout cas en rentrant en s'orientant vers les NTIC, là, comment le gouvernement va arriver à permettre aux élèves, ou en tout cas au monde enseignant, de pouvoir adapter ces documents-là. C'est ça? Voilà, effectivement, c'est la préoccupation, c'est la mise en œuvre effectivement de cette mesure-là, l'utilisation des TIC au niveau du primaire. Voilà, que ça ne soit pas, en fait, il n'y a pas un cours achevé comme au niveau du supérieur. Voilà, c'est toute la préoccupation, quoi. D'accord.
Merci, M. Traoré, de nous avoir appelés. On revient sur ce plateau à Oulon. Non, rapidement, juste, oui, je pense que sur l'imam, je pense que moi, c'était deux questions que j'allais poser, justement, comme vous l'avez dit. Quelle est lui-même sa part de responsabilité dans la situation actuelle du Mali? Et puis, l'autre question, c'est que veut-il exactement? Que veut l'imam Dicko? Parce que quand vous prenez l'histoire du Mali, ces 15-20 dernières années, il a tout eu son mot à dire. Il a fait ou défait des présidents, il a contribué à faire chuter des présidents depuis ATT, Sanogo, Dionkunda, vous avez Ibeka maintenant. Et on se rappelle qu'Ibeka, il avait appelé officiellement à soutenir Ibeka. Après, il sort encore, il dit que non, Ibeka l'a trompé ou bien là-dessus. Et c'est exactement les mêmes mots qu'il utilise aujourd'hui. Il dit que les militaires, or, je crois qu'il a ses lieutenants au niveau du Conseil national de la transition. Je crois qu'il y a des ministres au niveau du gouvernement de la transition également. Et vous vous rappelez, en 2009, c'est lui qui avait mobilisé la population malienne contre le code des personnes et de la famille, justement parce qu'on estimait que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et ATT avait reculé. Je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est la question vraiment... Et dans la lettre, effectivement, ça m'a fait sourire, où il dit qu'il s'est trompé en faisant confiance à des gens... Je peux reprendre cette partie. Allez-y. Il dit nul être non plus n'est parfait. Je me suis souvent trompé en soutenant des hommes qui, guidés par des intérêts égoïstes et matérialistes, n'ont pas su incarner le redressement du Mali tant souhaité. J'ai cru, comme en 2013, qu'une participation forte à un projet électoral pourrait à elle seule porter l'espoir résolution de nos problèmes de gouvernance politique et sociale. Je me suis trompé, je le regrette sincèrement. Bon, finalement, oui, ce sont les autres, en fait. Mais lui, finalement, lui, il ne se trompe pas. Lui, je ne sais pas. Maintenant, il s'est trompé. Il reconnaît qu'il s'est trompé. Non, mais il dit qu'il s'est trompé sur le fait qu'il a accordé la confiance à des gens. Mais pas lui, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il veut. Moi, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Moi, je crois que si c'est arrivé, qu'il se jette dans le bain. Parce que du reste, le document, c'est un manifeste. Manifeste, ce n'est pas religieux, c'est un imam religieux. Manifeste, c'est politique. Tout à fait. Vous déclinez, et j'ai dit, vous prenez au moins 3 présidents, ATT, Dionkunda et Ibeka, il a plus ou moins contribué à les faire ou à les défaire? À la faire et à la défaire. Aujourd'hui, il se retrouve des militaires encore, que dans les rues de Bamako, on pense qu'il les soutient. Aujourd'hui, il fait cette déclaration. Finalement, lui, il veut que les Maliens fassent quoi? S'il pense que personne au Mali n'est capable de diriger, que lui-même, il prend ses responsabilités. Et du reste, ce n'est pas exclu. On a vu des prêtres être des présidents. S'il pense qu'il peut, qu'il le fasse. Au lieu tout le temps d'appeler les gens ou bien de constater des décès. On va prendre c'est comme si on fait un éternel recommencement et on perd du temps inutilement alors qu'on a des urgences. Et des on prend M. Li Issa qui appelle de Gawa sur la déclaration de politique générale. Monsieur Li. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Allez-y pour votre intervention. Ok, mon intervention, c'est concernant le découpage territorial. D'accord. Voilà, qui a un lien avec les élections municipales. D'accord. Pour moi, je pense que ce redécoupage, c'était meilleur que si on avait pris ça en compte depuis le premier mandat du président Kaboré. D'accord. À l'heure là où les élections municipales qui étaient prévues à moins de 3 mois, est-ce qu'un redécoupage qui, logiquement, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais qui peut prendre minimum 12 mois, est-ce que la classe politique sera prête à accepter une élection à moins de 3 mois qui sera repoussée jusqu'à 12 mois? C'est la question que je me pose. Bon, on ne sait pas d'abord si le redécoupage, le report des élections municipales a pour cause le projet de redécoupage du territoire. Ce qui est plutôt dit ici, c'est plutôt le mode de scrutin qui doit passer du scrutin indirect au scrutin plutôt direct, je pense, plutôt. Oui. Non, sur le découpage, l'argument qui est avancé, c'est l'argument sécuritaire. Ouais. Voilà, c'est l'argument sécuritaire, sinon ce n'est pas conditionné par le report des élections. C'est l'argument sécuritaire. On a évoqué la question de l'Est, on a vu le président évoquer la question le Premier ministre à l'Assemblée, il a pris encore l'Est, il a pris le Sahel. C'est l'argument sécuritaire. C'est l'argument sécuritaire. L'argument sécuritaire aussi n'est pas un argument qu'on doit se fier. Parce que lorsqu'on prend la région de l'Est, on parle de découpage, je prends une commune comme Piela, qui va peut-être devenir province, chef-lieu Piela. Je ne sais pas en quoi l'argument sécurité peut empêcher qu'on amène une armée à Piela ou bien un commissariat de police à Piela. Je prends l'exemple de la province d'Iaga. Aujourd'hui, ça fait bientôt plus d'1 an qu'il n'y a pas un policier dans la province. Donc, je ne vois pas encore le découpage territorial en tout cas, lien avec
l'aspect sécuritaire. En tout cas, merci pour votre intervention. En fait, sur le découpage, moi j'ai dit sur le découpage, vraiment si on pense que c'est ça qui va régler, c'est vraiment, il y a d'autres choses, c'est beaucoup plus de problèmes de gouvernance, c'est beaucoup plus d'administration que forcément le maillage. Parce qu'il faut rappeler, les 45 provinces n'ont pas forcément des 45 casernes militaires. Ce n'est pas dans toutes les villes qu'on a des casernes militaires. C'est vrai qu'il y a des polices, il y a des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie. Le problème est ailleurs et je pense qu'il faut regarder. Si on veut déplacer les problèmes, en croyant qu'il faut morceler encore, ça dénote plutôt d'une incompétence ou bien d'une incapacité. Et comme Lengani l'a dit, il y a des pays qui sont 10 fois plus que le Burkina. C'est ça. L'Afrique du Sud, ça fait plus d'1 million de kilomètres, ils n'ont que 9 provinces. Et c'est beau. Vous prenez des pays, je pense qu'il faut voir beaucoup plus. C'est là aussi peut-être l'effectivité. Forcément, la question de l'efficacité de l'administration. Est-ce qu'aujourd'hui, on va morceler, on ne va pas s'en sortir encore. C'est le problème à n'en pas sortir. Allons-y pour moi, je ne sais pas pourquoi les gens se perdent en conjecture. On n'a pas encore le contenu. On a annoncé qu'on va faire... on va réorganiser comment dirais-je, on va réorganiser le découpage du territoire. Donc maintenant, il faut attendre de voir ce qui va être fait. Mais en fait, je pense que là où l'argument sécuritaire peut jouer, c'est effectivement si vous avez des régions où, du fait de l'absence même de l'administration, parce qu'il n'y a pas, peut-être, je ne sais pas, ça aussi c'est lié à une organisation. On peut rapprocher, par exemple, la sécurité dans ces régions et autres, tout ça, c'est des problématiques qu'il faut voir pendant donc, les débats. Il y aura un débat. Donc, oui, une seconde. Notre auditeur et téléspectateur l'a dit, une province comme le Yaga, une province entière, mais il n'y a plus un seul flic là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'administration est en place, mais il n'y a pas de... C'est ça, ça veut dire qu'à l'Est, on va morceler et il n'y aura pas de... Dans tous les cas, on attendra de voir ce qui sera mis comme élément à l'intérieur, l'orientation qui va être donnée à cette idée générale. Mais déjà, le diagnostic qui pose problème, si on pense que c'est parce qu'il n'y a pas de... En fait, c'est ça le problème. Dans le fond, c'est éminemment politique. C'est ça. C'est éminemment politique et c'est en rapport avec les élections qui vont venir. D'accord. Et puis, de surcroît, oui, on est d'accord. En fait, comment on peut redécouper et puis faire les élections? Puis si on fait les élections avant le découpage, ça veut dire que le découpage va s'asseoir sur quoi alors? D'accord. C'est ça. Et si on doit aussi le découper pour faire les élections, ça veut dire qu'il faut donner au moins un an. Et comme l'a dit notre législateur, ça va être difficile. D'accord. Merci, Lengani. Dans tous les cas, il n'est pas dit que le redécoupage est un lien rapidement avec les municipales. Donc, on attendra donc de voir la suite. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à mes invités sur ce plateau. Merci à ceux qui ont appelé. M. Gandema Faisal a voulu aussi intervenir sur le même sujet. Il est à Ouagadougou. Ce sera la semaine prochaine. J'étais donc avec Serge Oulon Atiana. Il est directeur de publication donc, de l'événement, qui est un bimensuel d'investigation. Merci d'être passé sur ce plateau. Il est également essayiste. Et Lengani Isaka est journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Merci d'être passé. André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci, André Eugène Ilboudo. Et puis, enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.